Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Et comme tous les jours dans cette émission, on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et les sujets qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à Shein et aux conséquences de l'installation du géant chinois au cœur du BHV. De nombreuses marques haut de gamme se sont désolidarisées et ont préféré quitter le grand magasin parisien plutôt que d'être associées à cette image. Elle est vide, corner sans marque, le BHV a changé de visage et de clientèle depuis l'arrivée de Shein. La plateforme est d'ailleurs dans le viseur des autorités. Son PDG, Frédéric Merlin, était auditionné aujourd'hui par l'Assemblée nationale. On en parle ensemble avec nos invités dans une minute. En culture, un livre qui nous révèle tous les secrets et les indiscrétions des palaces. Mathieu Kama utilise sa précieuse clé d'or pour nous emmener dans les coulisses des plus grands hôtels, dans la vie des ultra-riches et surtout au plus près de leurs caprices. Vous allez voir, ils sont nombreux et parfois complètement loufoques. De l'art de vivre enfin avec un jardin, celui des métiers d'art et du design. C'est à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. On en parle tout à l'heure en fin d'émission. Alors que l'on s'alarme de voir le visage du BHV changer et ses marques de luxe, ses marques françaises quitter le navire, Frédéric Merlin, le PDG du BHV, a été auditionné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il a tenu à insister sur le franc succès populaire que représente l'installation de Shein au BHV. Je vous propose qu'on l'écoute, c'était un peu plus tôt dans la journée. Pourquoi le choix de Shein ? Shein, c'est un succès populaire incontestable. Nous avons ouvert il y a maintenant 1 mois et demi. C'est entre 8 et 12 000 clients qui viennent visiter le BHV tous les jours. Parmi ces 8 à 12 000 clients qui viennent visiter le BHV tous les jours, c'est environ 80% de Parisiens intramuros qui ne visitaient pas ou qui ne visitaient plus le BHV. Je crois que nous culpabilisons beaucoup trop le consommateur. On va évidemment en discuter avec nos invités autour de la table. Bernard Cohen-Haddad, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de la CPME Paris et du Cercle de réflexion Étienne Marcel. En face de vous, Gilles Attaf, président de la certification Origine France Garantie. Merci beaucoup, messieurs. Également avec nous, Patrick Aboukra, vous êtes président de la Fédération nationale de l'habillement de Paris et du comité Marais Paris. Quand on écoute Frédéric Merlin, c'est vrai qu'il a cette manière de se défendre depuis le début en avançant des chiffres, des arguments qui sont pour certains entendables, pour d'autres un peu moins. On peut l'affirmer sans trop de doute. Quand il dit qu'on culpabilise trop le consommateur, est-ce que cette affirmation est en partie vraie ? Écoutez, quand j'écoute M. Merlin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est devant un peloton d'exécution et qui redemande des balles. C'est un peu ça, je le dis parce que aujourd'hui, le BHV, avec cette opération, le BHV a sonné la fin du commerce d'habillement à Paris dans sa valeur, dans son sens, dans son histoire, puisque Paris-Centre a pendant longtemps été le berceau de l'artisanat, du Made in France, de la confection et aussi d'une certaine relation avec nos collaborateurs, parce que travailler dans l'habillement aujourd'hui, c'est aussi avoir une relation sociale et sociétale, ce qui n'est pas le cas de Shein. Donc c'est la fin d'un monde, c'est deux visions du commerce qui s'opposent, messieurs ? Écoutez, moi je trouve ça d'un cynisme absolu quand je vois ces personnes qui se permettent de nous dire que peut-être ils participent même à pouvoir donner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Mais c'est absolument cynique. C'est des gens qui sont en train de détruire à la fois des filières de production textile qui, parallèlement à ça, ne participent pas du tout à l'économie française, parce qu'on sait très bien que derrière ce dumping terrifiant de ces marques chinoises, c'est de la destruction d'emplois qu'il y a derrière. Donc je trouve ça absolument cynique. Et moi, je suis vraiment outré qu'on puisse encore donner la parole. Et c'est pour ça que moi, je milite pour qu'on arrête de parler de Chine, parce que je trouve qu'on leur donne trop la parole. Vous avez quand même accepté d'être chez nous aujourd'hui. Absolument, c'est pour le dire d'ailleurs. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je trouve ça absolument terrifiant parce qu'on ne se rend pas compte à quel point sur le temps long, les conséquences que ça peut avoir. En fait, on voit toujours ça avec ce prisme immédiat, à la fois du budget, à la fois des problématiques de nos concitoyens, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire rentrer le loup dans la bergerie, que j'irai même plus loin, c'est un cheval de Troie. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ces géants chinois sont en train de préempter des réseaux
réseau logistique énorme tout autour de Paris pour essayer de contourner toutes les taxes qu'on va pouvoir peut-être essayer de mettre en place. Oui, ce n'est pas simplement une réponse à la contraction du pouvoir d'achat des Français et donc finalement des conséquences certes néfastes, mais uniquement à court terme. C'est ce que vous décrivez aujourd'hui. Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'on fasse beaucoup de pédagogie et qu'on explique que derrière tout ça, il y a un vrai danger. Patrick Aboukra, quand Frédéric Merlin dit qu'aujourd'hui, parmi ce volume de visiteurs, en plus, entre guillemets, ceux qui sont intéressés par cette ouverture du corner Chine, il y a énormément de Parisiens intramuros. Oui. Ce qu'il sous-entend, c'est que ça n'empêche pas aux Parisiens de continuer à venir au BHV, voire à d'autres Parisiens, ceux qui ne le fréquentaient pas avant, d'y venir. Est-ce que il a l'air de dire finalement, on enclave le consommateur, on pointe du doigt un certain type de consommateur en lui disant, toi, tu n'as pas ta place dans les grands magasins. C'est faux. On trouve de tout au BHV. Je vais prendre un peu de recul, parce que c'est vrai que depuis le départ de ce débat, je ne condamne pas le client Shein, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, il faut éduquer. Mais je crois que là, il y a quand même un gros travail. Depuis le départ, moi, je condamne pas non plus Shein. Il faut aller très loin. Le gouvernement a sa responsabilité. Je crois que le client ne peut pas être le seul responsable, en tout cas. Voilà. Et on lui propose des prix, il y va. Malheureusement, c'est la réalité. Je vais plus aller en amont avec la situation même du BHV, c'est-à-dire que... Qui n'était pas bonne avant l'arrivée de Chine, évidemment. Effectivement, la situation n'était pas bonne. On sait très bien que beaucoup de fournisseurs à l'intérieur du BHV n'étaient pas payés. Il y a une dette de 8 à 9 millions. Et aussi l'impact, il faut prendre en compte l'impact de la politique de la ville de Paris qui a strangulé le centre de Paris avec la fermeture de la rue de Rivoli en 2020, sans parler de la fermeture des quais en 2017. Donc c'est une addition. Il y a un alignement de mauvaises planètes, malheureusement, qui fait que M. Merlin, dont je peux remettre en cause son professionnalisme, on l'a déjà vu avant l'arrivée de Shein, est allé chercher une bouée de sauvetage, et c'est pas l'antichambre du dépôt de bilan, je ne sais pas ce que c'est, mais il y avait certainement mieux à aller trouver que Shein pour donner du dynamisme au BHV. Mais vous avez raison de parler de la situation financière aussi de ce grand magasin, puisque ça explique en partie, évidemment, les raisons pour lesquelles Frédéric Merlin et la direction du BHV se sont tournés vers Chine. Sur le consommateur, si personne dans la profession et dans le monde économique ne jette l'opprobre ou l'anathème sur le consommateur. Bien d'accord. Personne ne le fait. Le consommateur est libre, mais notre rôle, nous, professionnels, acteurs économiques, est de l'informer justement, parce que le consommateur, il est aussi un peu schizophrène. C'est-à-dire ? J'y viens. Parce que le consommateur, aujourd'hui, il sait très bien qu'il a un pouvoir d'achat limité, qu'il a besoin aussi de vivre et de répondre à des pulsions consuméristes et d'envie, et ça, il va forcément où c'est moins cher. Mais d'un autre côté, le consommateur, il est devenu aussi un consommateur. Et aujourd'hui, il veut donner, certains, du sens à ses achats, à la traçabilité, au Made in France, à l'économie circulaire, au recyclable et aussi à la durabilité des produits. Mais quand le consommateur a un budget limité, il ne peut pas faire autrement qu'aller sur des plateformes qui aujourd'hui sont des plateformes, non pas de marque, tout simplement de redistribution. Mais quand on dit au consommateur, votre t-shirt à 3 €, il coûte 5 000 emplois par an, 5 000 familles aussi en France, avec des familles qui ne retrouveront pas d'emploi dans ces métiers-là. Est-ce que ce n'est pas notre rôle, nous, professionnels, d'attirer l'attention des consommateurs pour dire vous vous mettez une corde au cou? Donc ça, il faut l'écrire où? Sur les étiquettes? Non, mais il faut le dire, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Par contre, jouer avec le feu en essayant de faire entrer, ça a été bien dit par mes amis, le loup dans la bergerie, ou si vous voulez, un autre caïman dans le marigot, c'est extrêmement grave pour le commerce, non seulement parisien et francilien, mais aussi pour l'industrie du vêtement qui aujourd'hui est soumise à une concurrence déloyale, avec des taxes différentes, avec des charges différentes, avec un laissez-passer, vous le savez très bien, pour les colis de moins de 150 €. C'est un vrai enjeu de société, mais nous devons informer le consommateur parce que derrière, c'est la survie de son consommateur et des ménages de France qui est en jeu. Donc, il faut que le consommateur dispose de toute l'information pour pouvoir prendre les décisions en connaissance de cause, en prenant en compte évidemment le prix, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui reste important pour ceux qui nous écoutent, même si aujourd'hui, et on le voit, on prône les circuits courts, on a envie de savoir d'où viennent les produits
On a envie de comprendre. Vous dites un oui qui est un peu mitigé. Moi, je suis un peu moins rêveur, malheureusement. La réalité, elle est ce qu'elle est. On a tout fait pour développer la vente sur Internet. On nous a même, nous, reproché, commerçants dans le Marais, de se plaindre de la politique de la ville de Paris parce qu'on ne développait pas assez Internet. Donc on était attardés. Aujourd'hui, Internet, malheureusement, et les réseaux, on sait bien très bien. On mesure aujourd'hui l'impact négatif, mais qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? C'est-à-dire les plateformes sont devenues trop fortes? Oui, malheureusement, c'est pour ça que elles existent. Effectivement, il y a des mesures à prendre sur les colis de moins de 150 €. Il y a des mesures à prendre au niveau du gouvernement. Là, on est sur quelque chose d'ordre privé. Monsieur Merlin est allé chercher Shine. Il aurait peut-être fallu qu'il aille chercher autre chose. Et aujourd'hui, Shine, c'est vrai, comme vous l'avez dit, quand on expose un produit à 3,53 € ou 54 avec des prix complètement farfelus en vente, si on retire 20% de TVA qui devrait payer, à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'est pas payé ou qui est très mal payé. Donc ça, est-ce que les gens en ont conscience? Je ne veux pas rêver. Je crois que là, il y a une éducation à reprendre à la base. Mais le mal d'Internet, la vente sur Internet, on en paye maintenant le prix. Il faut savoir quand même que ces plateformes, enfin ces marques plutôt comme Chine, flattent les bas instincts de surconsommation. On sait qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte de cette surconsommation. Le textile, c'est terrible. Ça génère énormément de déchets, on le sait. Il y a beaucoup de polyester dans les produits qui viennent de ces plateformes. Donc c'est changer nos habitudes de consommation. Donc il y a quand même un vrai sujet aussi, qu'il faut quand même avoir cette prise de conscience. Moi, je représente, avec Origine France Garantie, des adhérents qui produisent en France et qui participent à la fois au modèle social et aujourd'hui, ces consommateurs, quand ils sont très attachés à leur retraite, il faut leur expliquer que derrière, on fait rentrer des gens qui participent pas du tout, par exemple, au fait de cotiser pour leur future retraite. Il y a un moment où on peut pas être schizophrène, comme disait monsieur, c'est absolument fondamental. Et ça me semble être important de faire cette pédagogie pour faire comprendre que derrière tout ça, on laisse quand même rentrer des gens qui, moi je vois nos adhérents, ont des normes sociales, environnementales, écologiques, sanitaires liées à la France et encore une fois, on en est fiers, elles sont exigeantes. Mais à côté de ça, on ne peut pas laisser rentrer des produits c'est de la concurrence déloyale, qui ne respectent aucune règle et en disant allez-y parce que ça va vous permettre de consommer. Il y a un vrai sujet et je pense qu'il faut le porter. Avant tout, ce sont les politiques publiques qui sont à l'origine de ce type de débordement. Bien sûr. En laissant ouvert l'ensemble de nos frontières, en ne privilégiant pas la production et en étant uniquement des revendeurs de produits manufacturés qui viennent de Chine ou d'Inde. À Paris, en bunkérisant Paris-Centre et en faisant en sorte que plus personne ne puisse circuler en voiture rue de Rivoli, donc effectivement, on tétanise une ville, on tétanise le centre de Paris, et toute cette politique qui n'est pas ce que j'appelle TPE-PME friendly, de cette mandature parisienne, contribue effectivement à une paupérisation d'un magasin qui restait quand même emblématique, qui était un magasin de famille avec une diversité de produits, mais aussi de services. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est tout simplement sur une vitrine de produits manufacturés qui viennent d'ailleurs et qui n'apportent rien à l'écosystème économique parisien et qui ne fait qu'encourager la désertification de Paris. Et c'est d'ailleurs en partie ce qu'a rappelé Frédéric Merlin, puisqu'il a expliqué que le total de la mode au BHV, je ne le savais pas, ne représentait que 25% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire de dire c'est du coup pas si grave que ça, même si certaines marques s'en vont. Il a aussi précisé que sur les 8 à 10 000 personnes qui viennent chaque jour pour Shein, 15% convertissent leurs achats dans une autre boutique du BHV. Alors ce qu'il explique finalement, c'est que ça ne fait pas tant de mal que ça au BHV et finalement à la consommation finale. Alors les 8 à 10 000 visiteurs par jour depuis Chine, je le souhaite, mais étant à côté, on s'amuse à y aller tous les 2 jours pour vérifier. Je ne sais pas d'où il sort ces chiffres. Et moi, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur effectivement l'impact sur le centre de Paris. Maintenant, on est là à faire le constat. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On a eu la chance, nous, avec la fédération, de rencontrer le ministre Papin au Salon des maires. On lui en a parlé et on lui a suggéré l'idée, parce que maintenant, il y a le risque
il y a le problème d'achat des murs. Vous savez que Bien sûr. il avait une promesse d'achat des murs et qu'il est abandonné par la Caisse des dépôts et autres sur ce projet-là. Il y a un risque maintenant. Est-ce que Schein ne va pas acheter les murs du BHV? Et là, on sera tous bien embêtés. Ou effectivement que l'État ou la ville préempte et qu'on fasse, dans ce cas-là, un vrai grand magasin avec un Made in France, avec la mise en avant d'un beau projet. On peut peut-être d'un mal en faire un bien. Et c'est ce qu'on a suggéré au ministre Papin quand on l'a vu au Salon des maires. Est-ce qu'on ne va pas plus loin et qu'on lance un vrai gros projet pour contrer le risque que Schein achète les murs? C'est vrai que ce qui est très particulier, c'est qu'on sort quand même d'une séquence très cocorico, oui, où on a valorisé le Made in France, la production souveraine, on en a dit beaucoup de bien, on a dit à quel point c'était important. Et en parallèle de cette volonté politique, en tout cas de ces affirmations, on voit qu'on laisse des géants chinois s'installer dans nos grands magasins parisiens. C'est vrai, vous parliez tout à l'heure de schizophrénie. C'est vrai que quand on voit des situations comme celle-ci, on s'interroge. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant, parce que moi j'aime bien, parce que les chiffres, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. 25% dans le textile. Mais c'est quoi la prochaine étape? Vous croyez que Chine, ils vont s'arrêter juste à faire du dumping sur le textile? Le vrai sujet, c'est quand je parlais tout à l'heure de laisser rentrer le loup dans la bergerie. Et ben après, ça va être d'autres secteurs d'activité, d'autres filières qui vont être impactées. Moi, je me souviens quand j'étais, d'ailleurs, ils font tout. Exactement, quand j'étais enfant, moi j'allais au BHV avec ma grand-mère, qui était une femme très modeste, acheter du bricolage au BHV. Elle faisait très attention à acheter des produits français, et pourtant elle était très modeste. Et vous voyez, aujourd'hui, je pense que la prochaine étape, vous allez voir le bricolage au BHV, ça va être la prochaine étape. Ce sera plus 25%, ce sera 50%. C'est déjà pas mal, 50%, on a encore 50% en France. Non, moi je suis pas d'accord du tout avec cette stratégie. Ce que vous nous avez dit au début, c'est qu'on a laissé le loup entrer dans la bergerie et on ne maîtrisera pas les conséquences de cette décision. Absolument. Comme je vous le disais tout à l'heure, en ce moment, on sait que des logisticiens sont en train de passer des deals aux alentours de Paris sur des grands entrepôts pour contourner les sujets de taxes. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit tous mobilisés. Avec des points relais pour la livraison, c'est ça? Tout à fait. Bernard Cohen-Haddad, ces marques qui ont quitté le BHV, c'est des marques prestigieuses. Il y a Dior, Guerlain, qui sont propriétés d'LVMH. Il y a aussi ce groupe de prêt-à-porter SMCP, c'est les marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Fursac. Donc déjà, ça fait des allées assez vite. Ça donne des corners un peu... C'est vrai que ça donne un aspect assez fantomatique quand on se balade dans le BHV. J'y suis allée par curiosité, ça m'a fait tout drôle. Et j'imagine que derrière, il y a aussi un enjeu d'image de marque. C'est le BHV n'est plus ce qu'il était. Il n'est plus la vitrine de ces grandes marques qui font quand même, c'est vrai, en partie notre fierté. Oui, parce que ces marques, aujourd'hui, elles se construisent sur du sens. Elles se construisent sur une relation à la production, sur une relation au travail avec leurs collaborateurs, sur une relation à la suite du produit, c'est-à-dire l'économie circulaire, et aussi sur la réparabilité du produit. Ça, c'est extrêmement nouveau parce qu'il y a quand même une attente des jeunes et des moins jeunes sur ce côté. On revient sur une production relocalisée, vous savez, cette fameuse économie des derniers kilomètres, avec quand même des coûts qui sont des coûts contraints. Parce que le consommateur, compte tenu de son pouvoir d'achat, ne peut pas se permettre de dépenser plus qu'il a dans son budget de ménage. Néanmoins, si on veut réussir cette révolution, parce que ces marques-là sont des marques solides, mais il ne faut pas oublier, Victoire, qu'un certain nombre de marques, et je ne voudrais pas les citer, sont mortes, non pas parce qu'elles sont mortes de notoriété, mais elles sont mortes parce que tout simplement, face à ces concurrents chinois, elles n'avaient plus de marge supplémentaire pour pouvoir concurrencer des produits qui étaient copiés sur leur modèle et qui étaient vendus 10, 15, mais non, pas 2 fois, 10 à 20 fois moins cher, effectivement, parce qu'il y avait un espionnage industriel. Donc aujourd'hui, si on veut faire en sorte que ce secteur de l'habillement que nous aimons et qui a une histoire en France et qui a aussi du sens en France, soit à nouveau plébiscité par nos consommateurs. Il faut mettre le paquet sur la production, sur l'allègement des charges. Donc il faut soutenir ceux qui produisent et qui ont une chaîne de valeur respectueuse, oui, y compris des PMI, ce que j'appelle la petite et moyenne industrie, des petites unités dans nos territoires, avec une économie locale, dans la région Île-de-France, dans les autres territoires, et puis aussi, disons-le, il faut qu'on ait quand même une autre politique économique à la mairie de Paris.
C'est-à-dire Tout simplement, moi, aujourd'hui, on a une politique économique à la mairie de Paris qui n'aime pas les entreprises. Vous avez, rue de Rivoli, un turnover exceptionnel sur les fonds de commerce. Vous avez une augmentation des baux commerciaux qui font que des enseignes indépendantes n'ont plus les moyens de pouvoir s'installer. On a paupérisé commercialement la rue de Rivoli, et si ça se limitait à la rue de Rivoli, où c'est devenu l'avenue des vélos. C'est une sorte de symbole, en effet, de la politique de la ville de Toutes les Paris. rues avoisinantes, et ce n'est pas mon ami Aboukra qui est dans le quartier de Turenne et autres, qui voit que cette rue de Rivoli, elle aussi rayonne de manière négative, ce que j'appelle toxique, sur l'environnement des rues adjacentes, où aujourd'hui, le commerce de proximité, l'artisan, celui qui fait fabriquer dans nos territoires est mis de côté. Et surtout n'a plus les moyens, Victoire, de pouvoir rester dans des baux historiques parce que la concurrence de ces grandes enseignes a fait augmenter les baux commerciaux qui aujourd'hui sont transférés non plus à de l'activité commerciale et marchande, mais à des services. Et là, c'est la mort de la ville et donc la mort aussi de l'animation commerciale dans Paris. Et c'est ce que recherchent évidemment les Parisiens et les habitants de ces quartiers. J'aimerais juste qu'on écoute Frédéric Merlin sur le départ de ces marques, puisqu'il a fait une déclaration importante sur le sujet sur BFM TV. C'était le 14 novembre. Je vous propose qu'on l'écoute. Laissez-moi revenir sur le départ des marques. Comme je vous le disais, il y en a certaines qui sont incarnées par des chefs d'entreprise, des entrepreneurs comme nous, avec lesquels nous pouvons avoir des discussions, et puis il y en a d'autres qui appartiennent à des fonds d'investissement. Ces mêmes marques feraient mieux de regarder et de balayer devant leur porte. Lesquels? On a parlé du groupe SMCP, Sandro, Claudie, Pierre Lomage. Absolument. L'année dernière, c'est moins 15% de chiffre d'affaires dans notre magasin. Pardon, mais comment bâtir un projet pour cette entreprise, qu'est le BHV, une entreprise que j'ai repris il y a 2 ans, qui perdait de l'argent de façon colossale, quasi 20 millions d'euros par an. Eux disent que vous ne les payez pas. Attendez, c'est bien justement le sujet. Je n'ai jamais nié des délais de paiement très importants liés à mes outils. En revanche, les marques qui sont sorties, et donc vous parliez par exemple du groupe SMCP, n'ont absolument et ne peuvent revendiquer aucune difficulté de paiement. Je l'ai fait savoir à mes collaborateurs dans la communication interne en leur donnant des preuves. Alors Frédéric Merlin nie en bloc ces délais de paiement trop élevés qui auraient poussé ces marques à partir, en tout cas les marques citées. Il dit que les délais de paiement viennent en effet de la manière dont fonctionne le BHV. Quelle est votre réaction? À chaque fois, il y a une bonne excuse, à chaque fois, il y a une... J'ai des exemples. J'avais des fournisseurs qui avaient aussi des stands au BHV, qui m'ont confirmé qu'ils étaient passés à l'étape judiciaire pour réclamer leur dû. Il y avait des 6 à 8 mois de délai sur des règlements, en plus sur des ventes de marchandises mis dans des... contrats de consignation, c'est-à-dire qu'ils mettaient leurs marchandises, le BHV ne payait pas les marchandises, ils payaient leurs vendeuses et le BHV payait une commission sur les ventes. Donc ils encaissaient les fonds, ils n'avaient aucune raison de ne pas payer chaque mois. Ils avaient 6, 8 mois de délai de retard. Voilà. Et je voudrais rebondir, moi, tout à fait, je vous soutiens à 1000% ce que vous avez dit. Et sur l'impact, vous avez vu le ressenti effectivement du BHV totalement vide, ça a un impact aussi au niveau de tout le quartier. C'est-à-dire que tous les commerçants et même riverains voient effectivement ce BHV dépérir. C'était quand même un impact, une enseigne, un grand magasin emblématique dans le centre de Paris. Je suis sûr que le place de Paris... Ça a un impact effectivement sur tout le quartier. Oui, absolument, je suis tout à fait en phase avec ça. Je pense qu'il faut aussi imaginer qu'on a la chance d'avoir Paris, les grands magasins, une image... Mais ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de notre histoire. Je ne suis pas sûr que ça fasse venir des touristes de venir voir un grand magasin Chine en plein cœur de Paris, dans un quartier historique. C'est pas l'image de Paris qu'on a envie de Oui, on a véhiculer encore aussi. cette chance d'avoir encore une image forte de cette magnifique ville. Et là, on est en train de la détruire en laissant ce genre de choses s'installer. Ces marques, elles vont nécessairement devoir être remplacées. Vous parliez tout à l'heure d'une occasion peut-être de saisir cette opportunité. Oui. Vous disiez un mal pour un bien. Pourquoi pas justement saisir cette occasion pour proposer des marques qui prônent le Made in France, en tout cas qui ont cet engagement responsable. On n'est pas certain que ça soit la direction que prendra Frédéric Merlin. Non, parce que vous savez, Victoire, les délais de paiement, c'est significatif d'une certaine gouvernance dans l'entreprise. Aujourd'hui, les délais de paiement et les retards de délais de paiement, c'est 16 milliards d'euros en France qui sont dus aux PME. C'est beaucoup, 16 milliards d'euros. Et c'est souvent, non pas l'État, mais un certain nombre d'entreprises qui payent mal à d'autres entreprises, c'est-à-dire les plus fragiles. Et donc, c'est ce que j'appelle l'effet cascade en chaîne. Et forcément, ça a été bien dit, on vous ouvre des stands, mais on ne paye pas, ou on paye tard, ou on paye que lorsqu'on a vendu, avec des délais de
6 mois, voire 1 an, et donc forcément la stabilité financière de ces entreprises est extrêmement catastrophique. Il y a ce qu'on appelle le name and shame, et donc je ne suis pas sûr que ce type de gouvernance qui paye aujourd'hui mal ses fournisseurs puisse demain avoir un projet emblématique qui soit sociétal pour le cœur de Paris, alors qu'on a besoin. Ça sera antinomique ? Et bien entendu, c'est un problème de gouvernance. Vous voulez, quelqu'un qui passe tout ce temps à dépasser la vitesse, à un beau moment, il ne peut pas la respecter. Et donc, ça fait partie pour moi d'une autre façon de gérer l'entreprise qui ne correspond pas à ce que nous défendons, nous, ensemble sur le studio, et qui est une attente aussi des entrepreneurs français. Bien sûr. C'est-à-dire une autre façon de la relation fournisseur, une autre façon d'avoir une relation avec nos collaborateurs, ce qu'on appelle la RSE, sociétale des entreprises, une gouvernance responsable, avec aussi, ça a été bien dit tout à l'heure par l'un et l'autre, une façon de valoriser le circuit court et aussi les produits que nous faisons chez nous, avec une envie, c'est que ces produits restent accessibles au plus grand nombre. Et reste chez nous. Voilà. J'aimerais juste qu'on avance, puisque ce sujet est aussi très important. De nombreux élus dans la tribune dimanche ont réclamé l'interdiction de Shein. Je pense connaître votre avis, je vous le demande tout de même. Je cite, une mesure s'impose, l'interdiction de Shein sur le territoire français. On sait que Frédéric Merlin a été auditionné aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Pour vous, on doit être plus que ferme, on doit être... la discussion n'a plus de place, on doit fermer la marketplace. Moi, je vais vous dire, le temps presse. On n'a pas le temps d'attendre, il faut aller vite, il faut prendre des décisions fortes et radicales, parce que vous avez vu à quelle vitesse maintenant le monde change et le monde va, et on ne va pas attendre. Vous savez, on a eu le cas sur l'ultra fast fashion, entre le Sénat, enfin l'Assemblée nationale, ça a été voté, le Sénat, après l'Europe, voilà. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre. Je pense qu'il faut légiférer, il faut être en capacité sur des moments comme ça aussi importants. Vous savez, moi, j'ai pas peur de dire que c'est une 5e colonne qui s'infiltre dans notre pays aujourd'hui, et il faut la stopper très vite. Donc on interdit Shein. On interdit Shein, bien sûr. Compliqué. Vous êtes notre pragmatique. Non, c'est vrai. Autant ça serait miraculeux. Philosophiquement, vous êtes d'accord ? Bien sûr. Mais sur le côté pratique, ça va être compliqué. Quand vous parlez des élus, c'est des élus au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau de Paris ? EPR, des députés, tout à fait. D'accord. Excusez-moi, juste battre en brèche un vrai sujet, parce que on remet toujours sur cette problématique du pouvoir d'achat qui est essentielle, et j'en conviens. Mais nous, on a fait quelques tests, on a regardé un peu par rapport à la consommation. Moi, j'ai fait un débat sur le salon du Made in France avec une consommatrice Chine, donc qui me racontait qu'elle avait des enfants, qu'elle était obligée de passer par la consommation de Chine. Et je lui disais, oui, ok, vous achetez combien ? J'ai un budget à peu près 50 € par personne par mois. Et donc je dis, mais vous achetez un t-shirt à 1 € à chaque fois ? Non, j'en achète 4, elle me disait 10 même. Le sujet, c'est de dire, aujourd'hui, on sait qu'il faut consommer moins, mais mieux des produits de qualité en local et qui participent à notre économie. Donc il y a aussi il n'est pas question de stigmatiser les consommateurs, il est question de faire de la pédagogie. Je pense que jeter un t-shirt parce qu'on l'a porté 3 fois, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Donc voilà, il faut éduquer aussi et faire beaucoup de pédagogie auprès des consommateurs. De qualité, exactement, avec des matières de qualité, donc qui durent plus longtemps, absolument, et qui sont in fine peut-être beaucoup plus rentables que ce qu'on achète sur ces plateformes. Je reprends ma grand-mère, elle dit, j'ai pas les moyens d'acheter pas cher. Donc vous voyez. Lorsqu'on est entrepreneur et producteur, on reste quand même attaché à la liberté du commerce et de l'industrie. Moi, c'est ma colonne vertébrale. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse acheter ce qu'on souhaite. On est dans les mêmes normes, mais il n'y a pas de concurrence déloyale. Oui, mais ça fait partie de la base de notre pensée économique, c'est qu'on respecte la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'aller et venir pour nos industriels, mais aussi pour nos collaborateurs. Mais en revanche, il faut que les armes, elles soient égales pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que d'un côté, elles ne le sont pas. Et donc l'objet aujourd'hui des fédérations professionnelles qui se sont engagées dans une bataille judiciaire et légale, c'est de faire en sorte que la représentation nationale nous dote de contraintes législatives pour empêcher ce type de débordement. Parce qu'aujourd'hui, dans les fléaux de la balance, Shein, il est favorisé par rapport à nos entreprises françaises. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Donc il faudrait presque laisser Shein si je vous suis, on laisse Shein sur le marché, mais on rééquilibre les armes pour que Shein ne soit plus en situation de concurrence déloyale. Shein a le droit d'être sur le marché, mais mettons, comment dirais-je, chez nous, des armes qui permettent de défendre nos entreprises, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes avantages que Shein sur le marché français et européen, et ça crée une concurrence déloyale. Et c'est ça qui est extrêmement injuste, et c'est pour cela aujourd'hui qu'il faut se battre pour rééquilibrer, comment dirais-je, les charges des uns des autres, parce que quand vous payez
une patente, quand vous payez de l'assurance, quand vous payez des charges, quand vous payez, comment dirais-je, des contraintes supplémentaires, Shein ne les a pas, y compris au BHV. Et c'est là-dessus où il y a un enjeu de survie, ça a été bien dit, de défense du consommateur, mais aussi de défense de nos valeurs entrepreneuriales. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour nous parler de ce sujet qui concerne évidemment la production française et la nécessité de conscientiser nos achats pour éviter de tomber dans cette folie Shein. Merci beaucoup à tous les trois et on passe tout de suite à l'entretien culture. Vous avez toujours rêvé d'être une petite souris et de vous faufiler dans des endroits où vous n'avez normalement pas accès, où seuls quelques ultra privilégiés peuvent se rendre et où tout est possible. Mathieu Kama, avec sa clé d'or, nous ouvre les portes des plus grands palaces à la rencontre de ses clients fortunés à qui on ne peut rien refuser. Anecdotes, indiscrétions, coulisses, c'est absolument délicieux et c'est dans votre ouvrage Palace, on en parle avec vous. Bien sûr, bonsoir Mathieu Kama. Bonsoir. Vous êtes ancien employé d'un hôtel de luxe, auteur de ce livre Palace. Vous étiez ce qu'on appelle un des hommes de l'ombre chargé de faire du séjour de cette clientèle fortunée un moment hors du commun. Votre vraie qualification, votre vrai métier, c'était chasseur. Chasseur, exactement. Ça dit déjà quelque chose. Voilà. Racontez-nous. Comment devient-on chasseur? Un peu par hasard, au final. En fait, je suis rentré dans l'hôtellerie de luxe en tant que groom en faisant des extras à la base. Donc, groom, c'est Spirou. C'est vraiment celui qui est à la porte avec son petit chapeau rond et qui dit bonjour et au revoir aux clients qui rentrent et qui sortent. Ok, vraiment, ça c'est groom. Voilà, ça c'est groom. Et ensuite, en fait, à force de travailler, de faire des extras, on prend un peu du galon. Bien sûr. Et on finit par devenir chasseur. Et chasseur, donc, c'est quelqu'un qui travaille à la conciergerie avec les concierges et qui s'occupe en fait de réaliser les achats pour les clients. Donc de réaliser un peu leurs rêves, s'ils ont envie d'avoir la toute dernière paire de Dior, je sais pas. Nous, vous êtes chargé de la trouver on s'en charge, dans les meilleurs délais et en souriant. Voilà, exactement. Et c'est souvent pour la veille d'ailleurs. Oui, évidemment, sinon Voilà. c'est pas drôle. Voilà, exactement. Comment est-ce que vous avez pris la décision d'écrire cet ouvrage? J'imagine que vous avez des clauses de confidentialité XXL, que vous avez dû faire attention à un certain nombre de choses, que vous êtes posé la question de le faire, de ne pas le faire. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? En fait, ce qui a été le déclencheur, c'était pendant le confinement. Donc ça commence à remonter un petit peu. J'avais fait des vidéos sur Internet où je racontais ces petites anecdotes. Et j'ai vu que ça intéressait les gens. Et puis après, ça, c'est l'effet petite souris. Voilà, on rêve d'être dans les coulisses. Voilà, exactement. Et du coup, au fur et à mesure de ces vidéos, j'ai été contacté pour une émission. Et puis après une émission, il y a une maison d'édition qui m'a contacté. Génial. Voilà, et qui m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait d'écrire un livre et de parler de cette histoire? Et du coup, c'est parti comme ça. Voilà, exactement. Ce que vous nous racontez, c'est un monde de caprices, d'exigences folles, comme louer un pan albinos pour une soirée. Par exemple. Il n'y a que dans l'ultra-luxe qu'on est confronté à des situations pareilles quand même. Parce que dans le luxe, on peut être confronté à de l'exigence. Mais là, on est vraiment le step au-dessus. Là, c'est parce qu'il n'y a plus de limite. Donc, il n'y a pas de limite financière, il n'y a pas de limite à l'imagination. Donc, quand on a et l'imagination et les finances illimitées, ça peut aller très loin. Ça donne quoi? Ça donne une vie à 100 à l'heure où on peut vous appeler le matin en vous demandant de faire un aller-retour Paris-Londres pour aller acheter la dernière palette de maquillage d'une marque précise, dans une boutique précise. Par exemple. De réserver la Tour Eiffel pour le soir même. Ça peut être ça. Pour avoir essayé d'appeler la Tour Eiffel pour une émission. C'est compliqué. Je peux vous dire que c'était pas simple. C'est compliqué. C'est très compliqué, mais... ça, c'est votre quotidien. C'est pas de l'ordre de l'anecdotique, c'est vraiment tous les jours. Non, c'est tous les jours, c'est comme ça. On sait qu'on va se lever le matin et on va avoir des missions très compliquées à réaliser sur la journée. Et il y a un mot qui n'existe pas, c'est le mot non. Voilà. On ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non. C'est vrai, vous n'avez jamais dit non? Non, j'ai pas le droit de le dire. C'est vraiment le mot. Est-ce que c'était écrit dans votre contrat? Moi, ça m'intéresse. Alors, c'est pas écrit dans le contrat, mais en fait, on a une charte. En gros, on a là, dans l'hôtel dans lequel je travaillais, on avait ce qu'on appelait les piliers. Donc, les piliers, c'est notre Bible, en fait. D'accord. Et un des piliers, c'est le premier ou le deuxième, c'est on ne dit jamais non. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est vraiment... Alors, est-ce qu'à défaut de dire non, on peut dire impossible ou impossible n'est pas concierge? En fait, l'important, c'est que le mot non ne soit pas prononcé. On peut refuser une demande, mais il ne faut pas prononcer le mot non. On peut dire « j'aurais adoré accéder à votre demande, malheureusement, cela m'est impossible ». Vous le faites bien. Des années d'expérience. Cette clientèle avec ses caprices et ses désirs extravagants, est-ce que vous avez réussi à ne pas la détester? Oui, parce que on apprend à la comprendre. Et en plus, on apprend aussi à se mettre un peu dans leur peau. Parce qu'on se dit, mais moi, si j'étais né là-dedans, est-ce que j'aurais été différent? Je ne peux pas le savoir. Vous auriez demandé un pan albinos à 3h du mat? Alors peut-être pas.
J'ai mes limites. Non, mais c'est-à-dire que finalement, ça demande beaucoup d'humanité, ça demande de se mettre dans les baskets de ceux qu'on a en face et de se dire, OK, si j'étais cette personne-là, peut-être que j'aurais en effet ces désirs-là. C'est ça, c'est possible. En fait, c'est un autre référentiel. Voilà, en plus, je peux pas ça. Moi, je viens du 93 à la base, donc ce qui est vraiment l'opposé total. Et je pense que ça a été une chance aussi parce que justement, j'ai vu les deux extrémités. Et du coup, on apprend à s'adapter et on apprend aussi à observer les gens. Et on voit un peu le type de personnes qu'on a en face de nous. Ça nous aide à les étudier. On étudie l'humain finalement. C'est presque de la sociologie. Mais c'est complètement de la sociologie, mais vraiment. Et moi, j'étais sur une scène de théâtre tous les jours. J'enfilais mon costume comme un comédien et j'y allais. Il y a de ça, c'est vrai. Oui, il y a un côté scénique. Oui, complètement. Et vous traitiez avec les plus grandes stars, Barack Obama, Bill Gates, Brad Pitt, Michael Jackson, Madonna. Ça doit être complètement lunaire de se dire qu'on se réveille le matin et la personne avec laquelle on va devoir traiter, c'est Brad Pitt et puis demain Madonna. Ça doit vous donner des souvenirs impérissables. Oui, mais bien sûr, mais on vit des choses incroyables. Moi, je me rappelle la première fois, la seule fois où j'ai eu la chance de croiser Michael Jackson, c'était peut-être 1 an avant sa mort. Et en fait, ça m'a aidé parce que je venais de débuter dans le métier. Et juste, je le croise vraiment, c'est bonjour, bonne journée, juste ça. Et après, on redescend, on se dit, je viens de croiser Michael Jackson, qui est probablement la personne la plus connue de la planète. Tout à fait. Derrière, c'est open bar. C'est derrière, on se dit, n'importe qui peut arriver, je suis prêt. Ouais, c'est vrai. Et puis après, on apprend aussi à servir ces gens-là, comme une personne lambda, classique. Et c'est comme ça qu'ils aiment être servis, d'ailleurs. Il faut juste... On dit souvent que ce n'est pas les plus grandes stars qui sont les plus exigeantes. Et c'est vrai. Que des fois, c'est juste le cran en dessous où, justement, ça peut coincer, où on a des personnes qui sont VIP, pas dans le sens de very important. Non, personality, c'est... Dans le sens de very... insupportable. Ah oui, very insupportable. Oui. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a. En fait, c'est souvent, j'aime pas dire ça comme ça, mais je l'attends quand même. C'est, on va dire, les stars de un peu seconde zone. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez y aller. En gros, c'est les wannabes, ceux qui ils sont presque à ça d'y arriver, mais ils y sont pas encore. Et eux sont infects. Oui, parce que je pense qu'il y a peut-être une petite frustration derrière. Je comprends. Et du coup, c'est vrai qu'ils se permettent parfois des choses qu'une grande star ne se permettrait jamais. Voilà. Qui a peut-être aussi plus les codes. Voilà, c'est ça aussi. Le milieu social d'où on vient aussi, je pense que ça joue forcément. Joue beaucoup, oui, bien sûr. Votre métier, ça veut aussi dire être dans l'intimité de ces stars qui sont avant tout des êtres humains, qui ont une vie aussi, une intimité, une vie de couple. Vous décrivez par exemple une dispute entre Orlando Bloom et Miranda Kerr, ou encore Rihanna qui vous tend son téléphone et qui vous montre le modèle exact de sextoy qu'elle souhaite que vous lui trouviez. Exactement. J'imagine à peine votre tête à ce moment-là, parce que finalement, vous, ça fait partie de votre quotidien. Moi, je m'imagine dans cette situation, je pense que je tomberais de 18 étages, je ne saurais pas où me mettre. Alors, extérieurement, je ne laissais rien passer. Ça, c'est le côté, j'enfile mon costume, je suis un comédien, c'est une scène de théâtre. Mais alors, c'est vrai qu'intérieurement, il y a beaucoup de questions qui viennent. Et on se dit, alors, c'est vraiment ça qui est en train de m'arriver là, maintenant, tout de suite. Et on se dit, donc il va falloir que je trouve ça. C'est pas évident. Il y a vraiment plein de choses qui se passent. Mais, en fait, au fur et à mesure des années aussi, on se rend compte que il n'y a rien de plus simple que de poser une question directe et de dire j'ai envie de ça. Et en fait, les clients, on se rend compte que très vite, il n'y a plus de filtre. Ils veulent un truc, ils le demandent. Ils vous le demandent simplement. Voilà, exactement. Ils n'essayent pas de passer par des chemins cachés. Non, c'est je veux ça. Et du coup, c'est plus facile pour nous. C'est plus facile quand on est chasseur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a laissé un souvenir particulièrement heureux, particulièrement positif, où vous vous êtes dit « j'ai fait ce métier pour une bonne raison, parce que ce jour-là, il s'est passé ça ». Oh, mais j'en ai plein. De toute façon, dès qu'on arrive à satisfaire un client ou quand même on devance mais il y a des choses qui provoquent chez nous des émotions plus fortes que d'autres. Et ça, d'ailleurs, ça n'a pas de lien avec la personne en face nécessairement ou avec ce qui se passe. C'est parce que ça provoque chez nous une émotion particulière. Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, une des plus grandes reconnaissances que j'ai pu avoir, c'est quand je me suis occupé de Lady Gaga, par exemple, qui... c'est là où je fais, par exemple, la différence sur une star et une grande star. Bien sûr. On s'est occupé d'elle, elle était là pour le défilé Victoria's Secret. Oui. On s'est occupé d'elle toute la semaine. Et elle, le dernier jour, nous dit, on se voit ce soir au défilé. Non. Elle fait comment ça, non? Vous êtes occupé de moi toute la semaine? Je dis, oui, mais nous, on n'est pas invités. Elle me fait, si.
Vous êtes invité. Oh. Et du coup, C'est délicat. C'est délicat. Et donc, elle a réussi à nous faire entrer en coulisses au défilé Victoria's Secret, qui était le premier défilé Victoria's Secret à Paris. Quand même pas rien. Je comprends très bien, parce que ça veut dire que votre travail a été reconnu, il a été validé par une personne qui compte dans ce milieu-là, qu'on a eu envie de vous remercier et de vous faire plaisir. Et derrière, ça vous ouvre encore une fois, je reviens à cette histoire de petites souris, mais des portes que peu de gens ont l'occasion de pousser. C'est quoi le truc le plus fou, on vous a demandé? Le pan, albinos? Ouais, le pan fait partie des Pardon, des mais choses... ça doit être quelqu'un qui est complètement siphonné qui vous a demandé ça, non? Alors, c'est ce que j'ai pensé au début. Un pan albinos, faut mais quand en fait, même... je crois que c'est dans mon souvenir, vraiment, si je vais bien creuser, il me semble que c'était pour une séance photo. Ah, d'accord. Okay. Donc, il y avait un but artistique, on va dire. Alors tout est normal. Ça n'explique pas tout. Je plaisante. Mais oui. Donc, ça fait partie des trucs les plus fous, quand même, ça fait partie des trucs les plus fous. La tentative de privatisation de Tour Eiffel aussi. Bon, malheureusement, on n'a pas pu le faire, on l'a décliné autrement. Mais ouais, il y a des choses comme ça. Cette fameuse trousse de maquillage aussi, c'était quand même quelque chose. Non, il y a quand même des choses un peu particulières. Ouais. J'ai une question un peu plus personnelle. Ça ressemblait à quoi? Attention, le mot qui coince. Votre vie privée à ce moment-là. Ça ressemblait à pas grand-chose parce qu'il n'y en avait pas tellement. C'est ça le problème. On peut vous appeler à tout moment? Ouais, on peut à n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Si vraiment ils ne trouvent pas la solution sans moi, on m'appelle. Ça m'est arrivé plusieurs fois où je suis en soirée avec des amis, il est 2h du matin. À 2h du matin, en général, on n'a pas bu que de l'eau. Et on nous dit, malheureusement, tu es notre dernier espoir, il faut que tu ailles récupérer un sac qu'on a envoyé à Londres par erreur. Là, tu fais, allez. Donc, on doit se remettre bien, on doit aller à l'hôtel, on doit prendre ses billets de Oui, en plus, c'est un milieu dans lequel on doit toujours se présenter de manière impeccable et donner le change en permanence. Parce que le client, on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit d'être de mauvaise humeur. Jamais. Tout ça, on le laisse au vestiaire. On arrive, on est droit comme un i, souriant, pimpé comme pas possible. Et, psychologiquement, c'est dur? C'est très dur. C'est très, très dur parce que déjà, on n'a pas le droit à l'erreur, ou très peu. Et puis, on a envie de faire bien son travail. Et on est face à des personnes qui sont très, très, très exigeantes. Puis on se dit qu'on a de la chance, peut-être, non, d'être là? Mais bien sûr, parce que c'est, moi encore plus, qui n'ai pas fait du tout d'études d'hôtellerie. Il y a des gens qui ont fait des grandes études d'hôtellerie qui n'arrivent même pas à des niveaux comme ça. Moi, j'ai eu énormément de chance. Et ne serait-ce que pour eux, on n'a pas le droit de les décevoir, ces gens-là. Pardon, c'est un peu intime, mais après, quand vous avez arrêté, vous avez fait une dépression. Ouais. Quand vous avez arrêté ce travail, ça a été... Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état? C'est la retombée, c'est le soufflet qui retombe, c'est toute la pression, enfin, qui s'enlève des épaules, en même temps un sentiment de vide. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je crois que c'est un peu un tout. Je pense que ça a commencé avant, mais comme j'étais encore dans le travail, je ne l'ai pas ressenti. D'accord. Et c'est vraiment quand ça s'est arrêté... Que vous avez tout pris dans que j'ai tout pris d'un coup. Et là, c'est vrai qu'on se prend une énorme claque. Et puis, il faut trouver quoi faire. Et puis, déjà, il faut sortir de cette dépression. Bien sûr. Parce que c'est long, c'est difficile. Très, très long. C'est très, très long. Il faut être courageux, il faut aller voir les bonnes personnes. Exactement. Et donc, il faut dire que derrière les paillettes, derrière cette vie à 100 à l'heure où on a accès à tout, et bien derrière, c'est pas facile quand même. Ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie. Bien sûr. Il faut vraiment, les gens qui ont envie de faire ce métier, il faut que ce soit une passion. Sans la passion, moi, j'avais pas vraiment cette passion, c'est pour ça que j'ai pas tenu. Mais c'est vraiment un métier passion. Aujourd'hui, vous en gardez quoi en une minute à peine? Mais j'en garde tout ce que je suis maintenant, en fait. Ça vous a construit? Mais bien sûr. Sans ça, je ne serais pas la personne que je suis maintenant. Plein de codes, plein d'astuces. C'est ça. Vous êtes une vraie boîte à outils. Je peux vous demander n'importe quoi. Là, sur Paris, je vous trouve tout ce que vous voulez. Alors attention, je peux vous prendre au mot. Eh bien, on vous conseille vivement de découvrir cet ouvrage génial. Ça s'appelle Palace, c'est signé Mathieu Cama. On vous a donné un très bref aperçu des anecdotes, des caprices, de ces coulisses incroyables de ces palaces et de cette clientèle ultra VIP. Merci beaucoup d'être venu nous en parler et de nous avoir parlé de votre histoire sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. À très bientôt et on passe tout de suite à l'art de vivre. En Art de Vivre aujourd'hui, on vous parle du Jardin des métiers d'art et du design, un lieu pensé pour créer des synergies entre les métiers et les territoires. On en parle avec Claire Hazard, vous êtes directrice de ce projet. Merci beaucoup d'être avec nous. Le JAD, ce Jardin des métiers d'art et du design, qui en fait n'est pas un jardin, on va quand même commencer par là, est un lieu absolument génial qui crée des synergies, qui met en contact ces acteurs, ces artisans, ces artistes des métiers d'art et du design. Pourquoi l'avoir appelé jardin ?
Parce que c'est un lieu où on met en culture la collaboration entre les métiers d'art et design. On dit un peu schématiquement que dans la pensée française, qui est un peu classique et un peu cartésienne, on a des designers qui conçoivent et des artisans d'art qui produisent, qui réalisent. D'accord. En fait, la philosophie, qui est une philosophie ancrée dans des expériences qu'on a pu connaître dans des pays comme l'Italie, par exemple, c'est de dire que la collaboration, la mise en hybridation, la co-création de ces grands champs de métiers produit une vraie innovation, une très grande richesse. C'est ce qu'on a beaucoup constaté en Italie, ou aussi dans des maillages économiques peut-être comme l'Allemagne, où il y a vraiment une porosité entre ces deux secteurs et une hiérarchie qui finalement s'efface. Et puis, dans les créateurs que nous avons au JAD, qui ont été choisis sur dossier, qui ont été sélectionnés pour leur excellence. Vous en accompagnez une vingtaine, c'est ça? Oui, 20, absolument. Il y a aussi cette double appétence, en fait. Souvent, ce sont des gens qui ont des parcours éblouissants, qui sont designers et artisan d'art, souvent un designer qui a été formé à l'ENSI, qui est une grande école de design, qui est aussi sculpteur sur bois et qui a en plus une pratique qui consiste à réutiliser la matière des rebuts de son atelier pour créer un nouveau matériau. Donc il y a vraiment une plasticité, une souplesse, une appétence pour l'innovation qui se partage à plusieurs. Et ils ont la chance d'évoluer dans un écrin magnifique. Il se situe à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, au cœur d'un monument historique. C'est l'ancienne école supérieure de céramique. Il y a quand même toute une histoire, tout un héritage qui vient avec ce lieu. Absolument. On est dans un magnifique, effectivement, écrin qui fait 2600 mètres carrés. Il faut se donner aussi une idée de l'ampleur de ce projet qui a vraiment été imaginé, réfléchi, financé, lancé par le département des Hauts-de-Seine. Et ça, c'est vraiment... c'est une initiative donc, des territoires. Une initiative de politique culturelle territoriale qui est donc à destination de ces artistes, artisans, créateurs pour leur développement, mais aussi avec une vraie ambition de parler au grand public. En fait, il faut décloisonner aussi, c'est important. Absolument. Quand on dit créer des synergies, on a bien compris que c'est dans cet écosystème pour que les projets circulent, pour que les discussions, elles aussi, évoluent. Vous avez parlé de développer leurs projets. L'idée aussi, c'est de donner à voir l'état de la création française, ces artistes, ceux qui innovent, ces designers qui élaborent, qui conçoivent. Absolument. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, une mise en écosystème, si on parle de l'accompagnement des occupants, c'est-à-dire les mettre en lien avec des laboratoires de recherche ou favoriser les laboratoires de recherche et la collaboration qu'ils ont déjà initiés avant de venir, c'est souvent le cas aussi. C'est les accompagner sur des salons internationaux, des salons comme celui de Milan, qui est quand même très connu dans le monde du design, pour mettre en valeur le projet du JAD et au sein de ce projet, la collaboration et ce que cette collaboration a généré. En ce moment, c'est par exemple une exposition qu'on fait une fois par an pour les occupants, qui montre leurs travaux collaboratifs et leurs travaux individuels, qui est en accès libre, gratuit, ouverte du mercredi au dimanche. Donc pour les professionnels qui veulent venir voir un état de l'art, de réflexion, de collaboration et d'innovation, mais aussi pour le grand public territorial, les écoles. Parce qu'on a une très grosse activité. C'est génial de faire venir les groupes scolaires. L'exposition dont vous parlez, c'est l'exposition Horizon. Horizon, absolument. Voilà, qu'on met en musique. Donc ça, c'est la façon qu'on a de rendre compte de l'intérêt de ces métiers. Et du croisement de ces métiers. On dit souvent qu'il y a l'intelligence de la main. Je dirais qu'au JAD, on prône aussi l'intelligence de la main et l'intelligence du cerveau qui réfléchit au monde dans lequel il vit et qui actionne finalement beaucoup de leviers pour faire de l'innovation, pour réutiliser, pour upcycler, pour s'intéresser, par exemple, comme une de nos céramistes et un de nos designers, aux terres de chantier d'excavation du Grand Paris, pour en créer des formes d'enduit absolument éblouissantes pour de l'architecture d'intérieur. C'est aussi tout ce qui a trait à l'ingéniosité. Absolument, absolument. Une ingénierie aussi, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc, un des grands enjeux aussi finalement de ces métiers d'art et du design, c'est de montrer qu'au même titre que la tech, dont on entend beaucoup parler, c'est un champ de recherche applicative et d'innovation qui est absolument fabuleux, particulièrement dans une approche frugale de ce qu'on fait, ce qui n'empêche pas que les productions soient absolument éblouissantes. Bien sûr. L'un n'exclut pas l'autre. Des pièces uniques. Donc ce n'est pas aussi glamour que mon prédécesseur qui racontait des anecdotes extraordinaires, mais disons que les clients relèvent souvent du même secteur, en tout cas les clients du luxe, les grandes maisons. Mais c'est des clients qui ont des goûts très pointus et qui savent ce qu'ils veulent. Hein. Absolument. Et encore une fois, on est sur des pièces uniques ou des collectibles, donc des choses qui sont vraiment en nombre limité.
Une question, quand vous avez discuté avec ces artistes, à chaque fois c'est des sortes de promotions finalement qui vous rejoignent. Ces artistes, ils vous ont, j'imagine, listé un certain nombre de problématiques qu'ils avaient rencontrées ou d'envies qu'ils pouvaient avoir. Qu'est-ce qui revenait le plus souvent ? La difficulté, c'est de vivre de sa création. En fait. D'accord. Voilà, donc de mener donc de passer de passion finalement à un vrai métier qui rémunère et dont on peut vivre. Voilà, et puis aussi de développer des qualités qu'on n'a pas nécessairement tous si on est un très bon sculpteur. Ou on n'est pas un chef d'entreprise né. Voilà, un céramiste formidable, sculptrice céramiste. On n'est pas un chef d'entreprise et on n'a pas le temps. Il faut voir aussi que cette notion de temps, elle est très... Donc c'est ça un des apports du JAD, c'est apporter des services à disposition qui sont formation technologique, un espace d'atelier partagé qui s'appelle le Maker Lab, dont je pourrais peut-être vous reparler après parce que c'est ouvert au grand public. D'accord, hein, voilà. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un atelier qui fait, au total, on peut élargir à 100 mètres carrés, où vous avez un pôle bois, un pôle textile avec une brodeuse numérique et des machines numériques qui aident à accélérer le processus que l'artisan d'art, l'amateur du territoire, les jeunes étudiants du territoire peuvent vouloir utiliser pour accompagner leurs projets. Donc voilà, c'est un lieu où les gens peuvent se rencontrer, discuter avec une Maker Lab Manager qui est là. Les accompagne dans la découverte ? Absolument. Ce que vous pouvez faire en tant qu'extérieur au JAD, tous les mercredis, je dis peut-être une bêtise, sur inscription, vous avez une visite du JAD qui est plutôt le jeudi à 17h. Le mercredi, vous pouvez être initié sur une machine si vous le souhaitez. Okay. C'est gratuit. Le but, c'est vraiment de mettre les publics, au sens large, en position de faire. Est-ce que vous pensez qu'une fois qu'on a fait, on regarde différemment le travail qui a été fait par ces artisans, ces artistes d'art et de design? Absolument, ce côté backstage, il est très important. Examiner les parcours, les entendre parler de leurs inspirations, de ce qui est au quotidien, le choix de sourcer son bois quand on est sculpteur sur bois, la difficulté de voir à quel point ça encore une fois, il y a une intelligence du monde qui se transpose dans une intelligence d'une production d'œuvres. Donc c'est quelque chose d'assez chouette dans ce monde. Ce sont des objets qui racontent des histoires. Et avec des histoires que les gens ont envie de comprendre et de tester, de toucher. Voilà, il y a un rapport vraiment qui est... La matière est très importante dans tout ce qu'on vit, nous, en tant qu'équipe support. Donc nous, on travaille pour le département qui a défini toutes ses missions, vraiment pour assurer une mise en lumière de tous ces métiers d'art, pour le développement et pour le grand public. Donc surtout, ne pas hésiter à se référer à ce qui est sur notre site. À venir vous voir, à venir regarder, toucher, essayer et se renseigner pour mieux comprendre ces métiers qui ont besoin aussi, j'imagine, de ces retours du grand public. C'est quoi, à la fin, l'étape qui vous fera dire la mission est accomplie, la mission est réussie? Quand ces artistes vont sortir du projet, qu'est-ce que vous attendez d'eux? On a différents marqueurs. En fait, souvent, c'est le fait d'être lauréat dans des concours comme le prix d'intelligence de la main de la Fondation Bettencourt, le Grand Prix de la Ville de Paris de la création, mais aussi, bien sûr, que leur développement économique soit assuré et que, finalement, ils aient un retour d'expérience qui les ait nourris dans leur inspiration. Je crois qu'il y a un travail aussi sur le collectif. On fait une société au JAD, avec tous les côtés bons et moins bons que la société peut avoir. On mange ensemble. Quand on va à Milan ou quand on fait la Paris Design Week, on est ensemble sur stand. Donc il y a une vraie porosité et une... C'est un peu comme une pépinière aussi? Oui. Il y a cette notion vraiment de jardin que vous retrouvez au travers du nom de la pépinière, vraiment de mettre en culture. Et par exemple, pour nos voisins qui sont les serres du parc de Saint-Cloud, on a aussi une porosité par rapport à tout cet environnement extraordinaire. On parlait de la manufacture de Sèvres aussi, qui nous prête des plantes, accueille certains de nos créateurs qui essaient de remettre de la teinture naturelle au goût du jour. Donc c'est extrêmement dynamique. Voilà, c'est ça. C'est un vrai Et encore une fois, tous les territoires sont liés et sont invités à participer à cette grande aventure du JAD. Merci beaucoup Claire Hazard d'être venue nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. C'était un plaisir de vous recevoir. Moi, je vous retrouve demain dans Bienvenue en Ile-de-France. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. À demain 19h.